Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Victoire est cofondatrice du premier média sur la mode éco-responsable. Médecin de formation et plus précisément radiologue, Victoire a fait un virage à 180 degrés. Le conditionnement socio-professionnel dans lequel elle a évolué au sein de sa famille a amené Victoire à faire des études de médecine sans vraiment trop se poser de questions, mais simplement pour faire plaisir à ses parents. Cependant, Victoire a toujours eu une passion, la mode et les magazines, mais jamais elle ne s'était autorisée à penser que cela pourrait éventuellement déboucher sur un potentiel job. Elle se lance alors dans des études de médecine et obtient sa première année avec brio. Les années d'études passent, mais une question règne, est-ce qu'un jour dans cette même vie, une deuxième vie l'attend ? Une vie qui lui ressemble, qui correspondrait réellement à ses envies. Elle va alors au bout de ses études et devient radiologue et part direction Paris. Qui dit Paris dit culture. Elle découvre le fonctionnement des galeries d'art, elle s'intéresse à l'économie solidaire, se rend sur les bancs de Dauphine pour assister à diverses conférences. Victoire se dit être hyperactive. Effectivement, même après ses longues journées passées à l'hôpital, elle ressent vraiment un besoin de nourrir davantage sa soif d'apprendre et de s'informer, et se met aussi à rédiger des articles pour un média. Elle décide également de se lancer dans un Master 2 EdTech au Centre de recherche interdisciplinaire de Paris, où elle apprendra les différentes méthodologies numériques et digitales pour apprendre des choses aux autres. Elle commence à faire beaucoup de recherches sur ce que dit la science vis-à-vis du monde de la mode. Et comme elle le dit, elle s'est prise dans la face toute la réalité sociale derrière l'industrie de la mode. Elle lit le best-seller Indignez-vous de Stéphane Hessel et elle est effarée. Oui, parce que sans le savoir, elle cautionnait l'esclavagisme et les méthodes scandaleuses causées par l'industrie de la mode. Mais malheureusement, comme la plupart d'entre nous. Passée cette phase d'indignation, elle commence à chercher des solutions. Victoire a toujours été l'amie qui conseille ses potes en termes de mode, qui donne les bonnes adresses, qui connaît les méthodes simples pour customiser les fringues, mais c'était aussi un annuaire ambulant, l'annuaire des bonnes adresses. Elle avait carrément créé un tableau Excel par arrondissement de Paris qui recensait toutes les bonnes adresses. Alors elle se dit, si tous ces gens écoutent mes conseils, peut-être qu'ils écouteront si je leur propose des solutions pour répondre justement à ces problématiques liées à la mode. Elle part en voyage et quand elle revient, elle réalise qu'elle veut développer un support médiatique en ligne. Elle en parle à son petit frère et ils créent ensemble The Good Goods. Elle finit son internat, devient chef de clinique jusqu'à ce que The Good Goods prenne de plus en plus d'ampleur. Elle troque alors définitivement sa blouse de médecin contre sa veste de cofondatrice de The Good Goods. Elle fait le grand saut, avec certes un parachute doré comme elle l'explique, mais elle fait le grand saut et elle l'assume pleinement. Finalement, elle a toujours été convaincue de sa légitimité à faire ses propres choix. Elle savait qu'elle ferait des études pour faire plaisir à sa famille et qu'ensuite elle choisirait son propre parcours. Sa mission à travers The Good Goods, bien être et bien faire à travers ses vêtements, pousser à une meilleure consommation mais qui ne soit pas restrictive. The Good Goods vient d'emménager à la Caserne, le plus gros accélérateur européen de l'industrie de la mode responsable. Alors comment passer de médecin à cofondatrice du premier média de la mode responsable ? Salut Victoire! Bonjour Sandra. Merci infiniment Victoire d'avoir accepté de venir témoigner sur les locomotives. C'est super, j'en suis très très heureuse. Est-ce que tu peux te présenter Victoire s'il te plaît ? Bien sûr, merci beaucoup de me recevoir sur ton podcast. Je suis Victoire Sato, j'ai 32 ans, je vis à Paris et je suis la cofondatrice d'un média qui s'appelle The Good Goods, qui est le premier média sur la mode responsable. Exactement. Victoire, tu as un parcours qui est assez étonnant. Est-ce que tu peux revenir quelques années en arrière et nous expliquer ce que tu faisais, dans quel parcours professionnel tu t'es lancé avant de créer The Good Goods ? Alors oui, en effet, j'ai une première vie
qui n'a rien à voir avec mon métier actuel, mais qui pourtant m'a amenée à dessiner celui-ci. Je suis médecin, donc je suis précisément radiologue, et encore plus précisément radiologue interventionnel. Donc j'ai un parcours assez classique. Alors, classique sans l'être, disons. J'ai un conditionnement socio-professionnel issu de ma famille, en fait, assez fort, qui m'a amené à faire ces études de façon, sans vraiment me poser la question d'une alternative, tout en ayant très ancré depuis l'enfance une fascination pour la mode et les magazines. Je me suis pas vraiment autorisée à considérer que c'était un métier et de fait pas du tout renseignée sur les voies qui pouvaient m'y amener. J'ai fait donc un parcours scolaire de petite fille sage jusqu'à un point de rupture assez classique, je crois, en seconde, où j'ai tout envoyé bouler, où j'ai été rattrapée par les cheveux, où on m'avait dirigée vers un bac professionnel, et où finalement j'ai pu aller en section économique et sociale, en me disant bon bah voilà, très bien, je tenterai médecine, mais a priori je vais pas réussir avec ce bagage-là, et puis je réfléchirai à ce que je veux vraiment faire une fois que j'ai démontré à tout le monde que la médecine, j'en suis pas capable. Mais je suis aussi une personne qui fonctionne énormément au défi. Et lorsque je suis rentrée en première année et qu'on m'a dit qu'il n'y avait aucune chance pour que j'y arrive, je pense que ça m'a motivée. J'ai été accompagnée par mon amour de l'époque avec lequel j'ai bossé, et, comme une damnée. Et j'ai eu ma première année de médecine. Donc voilà, à partir de là... Malheureusement pour toi. Voilà, exactement, j'étais bien embêtée et à la fois très heureuse. Et puis, je me suis dit, ok, je vais pas cracher dans la soupe maintenant que je suis là et que peu de personnes ont cette chance. Allons-y. La médecine, c'est quand même un domaine absolument fascinant qui m'a intéressée beaucoup, et j'ai une soif d'apprendre de toute façon, quel que soit le domaine, qui me caractérise aussi depuis que je suis enfant, qui fait que voilà, je me suis laissée porter par aussi un corporatisme, un sens de la fête, bien sûr, et tout un tas de copains et une espèce de diaspora géniale que j'ai connue et explorée pendant 11 ans précisément. Parce que voilà, je suis allée au bout de toutes ces années, étant donné que en médecine, tu peux pas t'arrêter au milieu du parcours. En fait, tu peux avoir des équivalences en tant qu'aide-soignante en 2e année et infirmière en 4e année, mais entre la 4e année et la fin de ton diplôme, tu n'as pas de passerelle, en fait. Donc, il faut finir. Chaque année, je me disais que c'était intéressant, mais que c'est pas vraiment là où j'étais très épanouie. Je bavais un peu sur les étudiants, les études d'architecture, les études de mode, les études d'art. Je savais pas trop si j'avais une deuxième vie qui m'attendait ou si simplement ça devait rester de l'ordre du hobby. Et puis à côté de ça, comme je suis quelqu'un de très intègre et de très discipliné aussi, et que de toute façon la médecine ne permet pas vraiment d'être étudiant dilettante, disons, avec tous les concours et la quantité de choses à ingurgiter. Tout à fait. Je me suis mise à fond dedans et je me suis dit que j'avais envie de me diriger vers la radiologie, qui est une discipline qui est aussi une des plus compliquées à avoir au concours de l'internat, dans une des villes les plus difficiles à avoir aussi, qui était Paris, parce que je pensais que c'était ce qui me permettrait d'avoir le plus de liberté possible, en fait, de pouvoir bosser à distance, de télétravailler, de voyager, potentiellement de bosser même d'un autre pays. Et puis d'avoir cette distance, en fait, écran entre le patient et moi, étant quelqu'un d'extrêmement empathique, en fait, je savais d'emblée que j'aurais du mal à avoir suffisamment de barrières, en fait, pour ne pas m'effondrer lorsqu'il s'agit de maladies graves, sachant que les maladies qui m'intéressaient l'étaient souvent, donc la médecine interne, la cancéro, la pédiatrie, c'est la réa, ces domaines-là. Et donc, je suis venue à Paris aussi dans l'hypothèse de m'intéresser à autre chose, en fait, de commencer à sillonner, d'aller voir comment fonctionne une galerie d'art, évidemment le plus possible d'expos, des conférences, évidemment sur la mode, l'histoire de la mode, mais également tout ce qui touche à l'économie sociale et solidaire, à l'EHESS qui m'intéressait beaucoup, sur les rangs de Dauphine qui étaient accessibles, soit parce que c'est des conférences qui sont ouvertes, soit parce que j'avais des copains qui étaient dans ces domaines et donc j'allais me renseigner sur les notions d'entreprise contributive, la RSE, et tout ce qui me
tout ce qui m'intéressait, mais dans une forme de nébuleuse un peu floue et sans savoir où ça allait me mener, mais j'avais une appétence intellectuelle pour ces sujets. Et de toute façon, j'étais pas suffisamment nourrie par mes études et j'avais besoin, en sortant de l'hôpital, de faire autre chose et des week-ends. Et je suis quelqu'un de vraiment avec une hyperactivité constitutionnelle, quoi. Quelqu'un qui travaille beaucoup parce que ça m'anime en fait. Quand je parle de travail, c'est vraiment du travail intellectuel, c'est-à-dire que les domaines en fait de la profession et des hobbies sont très poreux chez moi et je considère pas que apprendre des choses dans des conférences ou dans des livres ou à travers des podcasts soit du travail. Et donc voilà, c'est vrai que je me suis toujours intéressée à tout un tas de disciplines. Et puis voilà, j'ai fait une année de Master 2 parce que en fait, je savais pas vraiment ce que je voulais faire en médecine. Tu as différentes possibilités de carrière, grosso modo, le privé et le public. Et moi, j'étais plus partie sur une carrière publique parce que voilà, je faisais de l'interventionnel qui est de la chirurgie sous contrôle radiologique. Et c'est une discipline que tu peux difficilement exercer en dehors d'un hôpital. Et pareil pour des raisons de voyage futur, enfin pour ne pas me fermer de porte, en fait, c'est toujours cette idée très angoissante en fait que m'ancrer quelque part pendant 40 ans dans un métier avec une étiquette et une verticale, c'était terrible en fait dans ma tête, c'était inconcevable. Et donc je faisais le choix du non-choix, c'est-à-dire que j'ouvrais toutes les portes possibles et notamment celle de l'universitaire qui te permet de faire ensuite de la recherche, de faire pourquoi pas de l'enseignement, d'aller bosser dans un labo au MIT ou au Japon. Enfin voilà, je voulais que ce soit possible et pour ça, tu es obligé d'avoir un double cursus universitaire, une thèse de sciences et une thèse de médecine. Et donc la thèse de sciences arrive après un Master 1 que j'avais déjà, un Master 2 que j'ai pris un an pour réaliser, donc en 2016, année durant laquelle j'ai également rédigé et soutenu ma thèse de médecine et puis commencé à écrire en dilettante pour un média en ligne qui cherchait des pigistes au sujet de la mode. Et donc, c'est comme ça que j'ai mis un premier pied en fait dans le monde du média digital. Et mon Master 2 était thématisé un peu là-dedans. En fait, je voulais sortir de la médecine très classique et de la recherche. Je voulais pas faire des tests sur des rats en labo. C'est un peu caricatural, mais c'est vrai que c'est principalement comme ça que ça se passe. Et donc, j'ai choisi un Master 2 EdTech, qui est Education Through Technology, donc au Centre de recherche interdisciplinaire de Paris, dans lequel j'ai appris les différentes méthodologies numériques et digitales pour apprendre des choses aux autres. Donc, de la robotique, du développement d'applis, coder un site internet, des stats. C'était vraiment assez large comme champ d'apprentissage et comme master. Et donc, c'est à partir de là où j'ai mis un pied vraiment dans le monde plus de la pédagogie et de la communication apprenante à travers des outils digitaux. Et alors, Victoire, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es devenue radiologue, donc en parallèle, je comprends bien que tu touchais un peu à d'autres choses et tu commençais à mettre un pied dans ce que tu fais maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es devenue radiologue et ensuite, et en parallèle, tu as lancé The Good Goods ou pas du tout? Comment ça s'est passé? Ouais, c'est complètement ça. En fait, donc en 2016, quand j'ai soutenu ma thèse, il me restait 1 an d'internat avant mon clinica. Et en partant, j'avais 4 mois de vacances à l'issue de cette année scolaire, avant ma reprise d'internat. Et je suis partie backpacker et je me suis dit... en fait, juste avant de partir, j'avais eu à rédiger pour le média donc pour lequel je bossais un dossier sur l'impact d'abord social puis environnemental de l'industrie du vêtement. C'était pas du tout l'idée au départ et c'est un sujet que j'ai proposé parce que j'avais notamment lu pas mal de choses de Anne-Sophie Novelle, de personnes qui s'intéressaient quand même à l'écologie depuis des années dans des médias comme Le Monde, etc. Et je me suis intéressée finalement moi-même à cette thématique et j'ai réalisé un travail de sourcing bibliographique avec la même méthode que celle que j'employais en fait pour faire une thèse ou des recherches en médecine, à savoir que dit la science en fait sur
sur l'impact des teintures, que dit la science sur voilà, la quantité de flotte nécessaire pour fabriquer des vêtements, quelle est la prévalence de telle maladie chez les gens qui manipulent tels produits chimiques qui servent à délaver les jeans, par exemple le sablage, c'était encore la grande mode à l'époque des jeans délavés avec des méthodes qui étaient absolument scandaleuses pour l'homme et pour l'environnement. Et en fait, en creusant, je me suis vraiment pris dans la face toute la réalité d'abord sociale, parce que c'est vraiment l'humain qui m'a amené à The Good Goods. J'ai ce fameux, indignez-vous de Hessel, hein. J'étais hors de moi de me dire que je cautionnais sans le savoir un esclavagisme et enfin voilà, sous couvert de néolibéralisme et de débridé quoi, à l'autre bout du monde, et vraiment sans le savoir, des méthodes qui étaient scandaleuses et qui étaient vraiment indignes. Et passé cette indignation, en fait, est venue la phase de recherche de solutions. Donc la découverte de marques qui travaillaient, qui étaient à l'époque très peu nombreuses, hein, à bien faire. Et il se trouve qu'en fait, ayant cette appétence pour la mode, ayant toujours eu un style un peu décalé, je pense que j'ai été éduquée à l'esthétique et que je la revendiquais, et ben j'ai toujours été aussi la nana qui conseillait ses potes, qui les poussait à essayer des vêtements un peu différents, qui voilà, leur disait dans quel shop aller, soit pour la seconde main, soit comment customiser tel truc, soit pour tel mariage. Alors j'étais Mrs Annuaire avant l'heure, quoi. C'est C'était parfait complètement ça. taré. En 2005, quand j'étais en première année de médecine, ma bouffée d'air, c'était les blogs. Et donc, tous les entre midi et deux, voilà, c'était ma pause. Et j'avais une blogroll infinie de gens qui étaient tous à Paris. Et j'avais développé un tableur Excel monstrueux où j'avais classé par colonne et par ligne les arrondissements de Paris et les centres d'intérêt. Donc, je savais te dire que dans le premier, il y avait Incroyable. une boulangerie de dingue, un créateur de ci, de machin. Et tout ça, je m'étais dit, ok, ça, c'est ma carotte. Quand j'aurais, je te dis une bêtise, je fais un anachronisme, j'ai commencé ce doc, j'ai commencé les blogs en 2005, et c'était en 2011, pardon. Donc en 2005, j'étais en première année, 2005-2006, et en 2011, j'ai passé l'internat, donc 6 ans après. Et c'était en 2011, quand je voulais Paris, que c'était ma carotte et que j'ai développé cet Excel en me disant, quand tu auras Radio Paris, tu iras tester ces adresses et tu remercieras ces blogueurs de t'avoir motivé. Chose que j'ai faite par ailleurs, j'aurais écrit un gros mail à tous en ayant eu Radio Paris, mais en tout cas, voilà, j'étais vraiment la nana au bon plan, et je me suis dit, ok, si les gens m'écoutent pour ça, peut-être qu'ils m'écouteront si je leur propose des choses un peu nouvelles et qui sont en plus écolo. Et en plus de ça, mon cercle premier était des gens au pouvoir d'achat en devenir, quoi, parce que les futurs médecins, a fortiori des radiologues, Bien clairement, sûr. c'est eux qui ont le pouvoir de faire shifter potentiellement les marques à travers leur pouvoir d'achat, et pas les personnes qui sont au SMIC ou au RSA. Donc c'est comme ça que j'ai pris conscience de tout ça. Long story short, en revenant de mon voyage, je me suis dit que j'avais envie de développer un support médiatique en ligne qui parlait de ces choses-là, mais sans savoir qu'en faire. Et j'en ai parlé à mon petit frère qui, lui, a un background business, et qui m'a dit, mais en fait, moi, je veux monter une boîte depuis longtemps, et pourquoi pas celle-ci, viens, faisons-en quelque chose, créons une SARL, et on verra bien, quoi. Et à partir de là, en fait, j'ai bossé soir et week-end sur The Good Goods, et puis j'ai fini mon internat, j'ai été chef de clinique, et puis j'ai exercé ensuite une année en libéral jusqu'à ce que The Good Goods devienne trop épanouissant et trop conséquent en termes de volume du boulot pour que je puisse faire les deux. Et c'est comme ça que j'ai shifté complètement et à partir du mois de septembre de l'année dernière. Donc tu vois, c'est assez récent. Ouais, tout à fait. Et comment ta famille a réagi? Est-ce que tu leur avais dévoilé déjà ce projet quand tu as commencé à travailler dessus avec ton frère? Ou est-ce que c'était un peu un mode sous-marin et t'attendais d'avoir une sorte de crédibilité pour leur en parler? Non, non, ils étaient très au fait dès le départ. Bon, déjà parce que, clairement, ils me connaissent et qu'ils savent que je voyage partout, que je fais plein de trucs différents, et que voilà, j'ai 1000 projets à la minute. Et ça les étonnait pas, ça les a pas inquiétés non plus au départ, parce que je pense qu'ils prenaient pas ça avec beaucoup de sérieux, euh, et qu'ils voyaient que de toute façon ça m'épanouissait. Mon frère, lui, c'est pareil, en fait, bossait dans une start-up et donc avait quand même un taf à côté. Donc jusqu'à ce qu'on leur dise, ok, on fait le grand saut, ils
ils étaient pas inquiets, ils regardaient ça de façon pas très convaincue, un peu amusée. Mais on a bossé avec une partie de ma famille, puisque mon oncle, qui est artiste et graphiste, a développé le logo, la première version du logo, nous a aidé à bosser sur le site, enfin, donc nécessairement les gens étaient informés. Mon entourage aussi était assez curieux et pas du tout amusé me connaissant. En revanche, effectivement, quand je me suis décidée à vraiment sauter dans le vide, mes parents étaient plus inquiets pour mon frère parce qu'ils savaient que... Et d'ailleurs, c'était assez complexe pour moi de leur expliquer qu'il n'y avait pas vraiment de retour en arrière. En gros, le gimmick presque, c'était oui, non, mais de toute façon, toi, t'as un parachute doré, tu pourras toujours, voilà, tu auras Ouais, toujours cette ouais, carte-là, ouais. quoi. Et c'est vrai, mais en même temps, c'est à la fois très rassurant, mais très bridant, parce que, in fine, si tu prends pas le risque de couper ce cordon, bah, tu te mettras jamais à 100% dans ton projet qui requiert une exigence et 100% de ton attention pour évoluer et grandir. Et d'ailleurs, ça a été vraiment caricatural, mais ça m'a demandé un gros travail sur moi-même de déconstruction et si tu veux, de conquête de cette légitimité et de m'asseoir aussi sur tout ce pourquoi j'avais travaillé, quoi, cette sécurité financière, cette représentation sociale apportée par les diplômes, tu vois, c'est une espèce de décroissance, j'appelle ça la décroissance sociale, c'est pas vraiment le mot, mais en gros, t'as l'ascension sociale que tout le monde connaît et dont on nous explique depuis qu'on est né que c'est comme ça, en fait, c'est bien de faire un peu mieux que ses parents, d'aller un peu plus loin dans les études, de gagner un peu plus d'argent, d'avoir un modèle de réussite qui va vers la croissance et la prospérité économique euh, et toujours plus haut, toujours plus, voilà, avec plus de reconnaissance qui passe par cette matérialité. Moi, en fait, je fais l'inverse et il n'y a pas de modèle pour t'expliquer que tu peux gagner moins d'argent que tes parents, que tu peux décider de te diriger vers l'artisanat alors qu'eux étaient cadres supérieurs et que c'est pas grave en fait et que si ça t'épanouit, cette valeur-là est plus importante. Évidemment, faut manger, évidemment, faut voyager, il faut, si t'as des enfants, leur offrir une vie confortable, mais entre gagner X et XXX ou avoir, tu vois, juste une maison à toi versus deux résidences secondaires supplémentaires, bah, c'est compliqué de faire comprendre aux gens que tu n'aspires pas à ce modèle-là. Et c'est là, en fait, où il y a eu un peu plus de, pas de friction, mais où ça a été, tu sais, la méthode du disque rayé, quoi. Expliquer, réexpliquer, changer de mots, reprendre la formule en disant non, j'ai pas changé d'avis, oui, je sais ce que je veux, merci de ta sollicitude et merci de t'inquiéter et parlons-en, mais fais-moi confiance aussi, quoi. Ouais, Donc, tout à fait. Mais je te rejoins dans tout ce que tu dis. Est-ce que tu as eu des moments très difficiles ou est-ce que ça a été simple pour toi finalement de simplement dire aux autres faites-moi confiance et c'est comme ça et je choisis d'être épanouie parce que finalement qu'est-ce qu'il y a plus important que le bonheur? Je sais pas, je crois que je crois qu'il n'y a rien de plus important. Est-ce que tu as su gérer quand même ces phases qui sont, je le sais, très difficiles et ceux par lesquelles beaucoup de filles, de femmes qui viennent témoigner auprès des locomotives, on passe quasiment toutes hein, par ces phases-là. Comment tu l'as vécu sincèrement? C'est assez intéressant, je pense que en fait j'ai procédé en deux temps. J'ai toujours été extrêmement convaincue de la légitimité, même pas du projet, mais de ma légitimité à décider de ma propre vie, en fait, de ma propre existence. Et d'ailleurs, et ça depuis l'enfance, parce qu'en fait, c'est aussi barré que je pense, révélateur, mais en gros, quand j'étais enfant, j'ai formulé très tôt le fait que je ferais ces études-là, pour faire plaisir à mes grands-parents et à mes parents, et ensuite, je réfléchirai à ce que je veux faire. Et ça, j'ai gardé ça en tête C'est fou ça. de la première à la dernière année de médecine. Et pour moi, en fait, ça se matérialisait par plus... J'ai un projet un peu fantasmatique de galerie d'art et je me disais, ok, je vais être radiologue une dizaine d'années, gagner des sous et quand j'aurai fait mon trou autour de 40 ans, j'aurai cette seconde vie professionnelle et je le voyais comme ça.
mais j'avais quand même cette sensation de duty, tu vois, de voilà, il faut rendre. En fait, il faut. Tout à fait. Tu dois la vie à tes parents, tu leur dois tes études, tu leur voilà. Et du coup, en fait, c'était assez dissonant. Et au départ, cette conviction a été motrice dans la construction du projet, dans voilà, le fait qu'il existe, dans même le fait que je me mette quasiment, en tout cas en tête, l'idée que j'allais y être à plein temps. En revanche, là où il y a eu un blocage vraiment très difficile et dont je ne suis pas sortie toute seule, où j'ai été accompagnée pour justement, enfin j'ai été coachée en développement personnel par quelqu'un d'extraordinaire à ce moment-là, c'est que en fait, je n'assumais pas ma casquette business. Parce que je ne viens pas du business, parce que la médecine, c'est un mindset qui est absolument opposé à tout ce que tu peux apprendre d'une entreprise. C'est donner ton temps, corps et âme, être à merci, être payé au lance-pierre, ne pas compter tes heures, ton temps de cerveau disponible et ce que tu as dans ta tête est dédié à autrui et nometteur, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut guérir, il faut soutenir, il faut porter, il faut écouter, et ça n'a pas de valeur financière. Au contraire, enfin voilà, Hippocrate te dit que t'es médecin, tu t'arrêtes pas en dehors de 17 et 9 heures du mat, tu vois. Enfin, je veux dire, enfin, tu vois, en dehors d'une journée de travail, tu t'arrêtes pas d'être médecin. C'est vraiment une vocation et c'est un état perpétuel. Et du coup, en fait, quand j'ai commencé à faire du business, je me disais, mais vous n'allez pas me payer pour mes idées, tu vois, ou pour ma plume. Enfin, ça me paraissait absurde. Et du coup, j'avais beaucoup de mal à, malgré le soutien de mon frère, et heureusement qu'il était là, hein, et c'est lui qui gère plutôt cette partie dans l'entreprise, mais j'avais beaucoup de mal à me crédibiliser et à me dire que ça allait devenir un métier et que ça n'était pas juste un hobby. Et donc, c'est là où j'ai eu besoin d'être accompagnée par une personne avec qui j'ai bossé sur la mémoire transgénérationnelle notamment, et qui m'a fait comprendre une chose très importante, c'est que en fait on ne doit rien à ses parents, et que théoriquement le vrai deal de la parentalité, c'est le fait de fabriquer un enfant auquel tu donnes tout en attendant rien. Oui. Enfin, vraiment l'amour fondamental quand tu mets une personne au monde. Alors, je n'ai pas moi-même cette expérience, mais en tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Et je me suis dit, ok, finalement, si j'ai été conçue, ça n'était pas enfin, en tout cas, ça ne devrait pas être dans l'attente que je réalise quelque chose. Et je n'ai pas de dette. Je n'ai pas de dette scolaire, économique, enfin voilà, de réussite ou d'amour. Je suis un être indépendant qui a le droit de voler de ses propres ailes, et ça peut paraître parfaitement anodin. Peut-être que beaucoup de gens vont sourire en entendant ça, mais ça m'a vraiment libérée en fait de cette idée, parce que pour moi, d'ailleurs c'est étonnant, mais dans mon parcours familial, il y a plusieurs destins de femmes contrariées qui auraient voulu faire médecine et qui n'ont pas pu, soit parce que on leur a interdit tout simplement en considérant que c'était pas des études pour les femmes, et que les femmes ne faisaient pas d'études, soit parce que c'était des métiers en fait, si tu veux, les métiers de la santé étaient plutôt relégués au rang des infirmières, qui étaient considérées comme en gros, très, très vulgairement, tu vois, mais dans les années 40, quoi, un peu les belles maîtresses des médecins, enfin, Ouais, tout à sujet à fait. cette domination masculine et très patriarcale ancrée, qui est encore présente finalement aujourd'hui, Tout hein, à fait. d'ailleurs dans cette étude Exact. extrêmement conservatiste. Mais, mais donc, voilà, et ma mère qui en fait, a été étiquetée comme quelqu'un de littéraire et pas scientifique, et qui a passé 2 mois en première année et qui a complètement abandonné le truc, et qui a toujours eu cette espèce de, je pense, peut-être de revanche inavouée que j'ai pris sur moi. Donc ces 3 générations contrariées, tu vois, et en fait, enfin, c'est quand même assez, ouais, assez caricatural de penser que, enfin, de réaliser qu'à 8 ans, je disais, bon, bah, moi, je rêve d'être designer automobile ou d'avoir un magazine de mode, mais je vais faire médecine ou pharmacie pour faire plaisir à mes parents, tu vois. Enfin, et ça, c'est les mots que j'ai eus, en fait. C'est fou. Vraiment. C'est complètement fou. Donc tu sors un peu, tu casses les codes, finalement. Tu décides de faire, ce que tu as réellement envie de faire au fond de toi, et tu crées The Good Goods. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ce nom? Alors, The Good Goods, euh, ça veut dire les bonnes marchandises, littéralement. On voulait un nom. Ce nom est venu,
tout de suite avec l'idée de l'entreprise, en fait. Je voulais un nom qui soit anglophone, dans lequel il n'y ait pas green ou éco ou sustainable, voilà, ou ces termes voilà, un peu galvaudés déjà en 2016 qui me sortaient par les yeux, et je voulais pas qu'on s'enferme là-dedans. Et puis j'avais aussi la notion que ça allait toucher probablement le lifestyle en général, en fait, que j'avais autant envie de parler du vêtement, bien sûr, en majorité, ce qui est le cas aujourd'hui, où 80% de nos contenus portent sur la mode et le vêtement, mais 20% de, voilà, qu'est-ce qui m'intéresse à côté, la société, des notions d'écoféminisme, la mobilité durable, des notions d'appropriation culturelle, la pollution intérieure quand tu décores ta maison, et du coup, je voulais que ce soit quelque chose de bon, et de bon au sens, bah, qu'est-ce qui fait que la vie serait meilleure, la vie serait bonne finalement pour tout le monde, épanouissante, et qu'elle l'amène, ça je l'ai compris un peu plus tard, mais à améliorer l'état global de santé de la population, plus sous une forme de prévention, sachant que l'état global de santé, c'est vraiment, dans la définition de l'OMS, tu as une composante physique, une composante mentale et une composante environnementale. Et c'est vraiment un bien-être, quoi, global. Et donc, ouais, The Good Goods, je pense que c'était le reflet de ça, de l'ensemble de ces entités. Et alors, la mission principale à travers The Good Goods, c'est quoi ? Notre promesse, telle qu'on l'a définie, c'est bien-être et bien faire à travers ses vêtements. En fait, si tu recentres sur voilà, ce que tu portes, c'est s'interroger sur ce pourquoi tu portes, et comment est-ce que tu peux le faire pour rayonner toi-même, en fait, améliorer ta propre existence sans nuire à celle des autres et à celle des écosystèmes alentours. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis de ce que tu as entrepris avec The Good Goods ? Ouais, depuis le mois de septembre dernier, donc un peu plus de 3 ans après la création de l'entreprise, on se paye, Thibaut et moi, donc un salaire qui est modeste, bien sûr, mais qui nous permet quand même de vivre. Donc c'est-à-dire que c'est pas non plus symbolique, quelques centaines d'euros. En fait, on a pris le parti très vite de se dire, sur les conseils d'autres entrepreneurs, hein, qu'il fallait pas attendre des années et des années avant de se payer, que c'était important, et qu'il fallait, quand on le faisait, pas non plus voilà, cramer la caisse, mais que ce soit un salaire peut-être de personnes débutantes dans une entreprise, mais que ce soit un vrai salaire qui te permette de vivre. C'était important psychologiquement, et puis pour la bonne marge de l'entreprise, parce que finalement, si au bout de 3 ans, tu peux pas dégager ça, c'est que vraisemblablement, il faut remettre en question ton modèle économique. Tout à fait. Et c'est marrant que tu parles de ça, parce qu'on en parle dans un autre épisode. Effectivement, c'est important de se payer très rapidement, même si on parle de 50 ou de 100 euros. C'est juste le principe de se payer. Tout à fait. Et c'est intéressant de savoir, du coup, donc vous arrivez à vous dégager un petit salaire, certes. Aujourd'hui, on le voit, on est de plus en plus à créer des communautés, à lancer des projets, à créer des communautés sur Instagram, en fait. Comment est-ce qu'on en vit ? Comment est-ce que vous faites pour en vivre ? Est-ce que vous mettez en place des collaborations ? Qu'est-ce qui fait que tu arrives aujourd'hui à te dégager un salaire ? C'est des questions qui ressortent très souvent, puisqu'on est beaucoup à se les poser, en fait. Ouais, c'est d'autant plus intéressant, je pense, que une structure de médias, c'est extrêmement compliqué à monétiser si tu veux sortir du schéma classique publicitaire annonceur. Tout à fait. Chose qu'on a vraiment choisie dès le début et à laquelle on se tient. Donc, nous, on a décidé déjà assez tard d'être un média et de poser un modèle économique de média. Les premières années, on était vraiment férus de ces sujets de mode responsable, et donc on a gravité dans ce monde pour essayer de trouver une place et de savoir ce qu'on avait envie de faire. Donc on a fait beaucoup de choses différentes, du conseil, de l'organisation de workshops, de journées comment on appelle ça, de creative thinking avec des marques. On a fait également de l'écriture en marque blanche, un petit peu de production de contenu, de shooting, etc. Et l'idée, je pense que ça a été aussi vraiment un test and learn et une manière de se rapprocher des marques et des entités, aussi bien des jeunes marques éco-responsables que des
des marques en transition pour comprendre leurs besoins. Et on s'est rendu compte que ce qui nous plaisait et ce dans quoi on était fort, c'était vraiment le forecasting, en fait, enfin capacité à avoir une vision macro de l'ensemble des sujets relatifs à la transition écologique sociale de la mode. Donc ça va de quels sont les nouveaux modèles économiques, tu vois, la location, le leasing, comment est-ce que se structure la filière de recyclage, quelles sont les nouvelles matières, quelles sont les tendances des consommateurs, et évidemment toute la partie aussi voilà, économie circulaire, réparation, etc. Enfin, quels sont les sujets sur lesquels à la fois il y a une attente de la part des consos et des marques, on pourra en reparler, mais est-ce qu'on a une approche vraiment B2B2C intégrée, et puis voilà, quels sont les innos, quelles sont les choses positives à mettre en lumière, toujours avec cette idée que en fait on se différencie probablement des autres médias qui parlent d'écologie et qui font un taf extraordinaire, mais en cela qu'on est absolument en fait on n'est pas punitif et on essaye de pousser à une meilleure consommation qui soit pas restrictive et qui ne soit pas dans la contrainte, parce que c'est très difficile d'amener les gens à l'écologie quand tu leur proposes, si tu veux, le verre à moitié vide, quoi. À savoir, voilà de quoi vous devez vous priver, voilà ce que vous devez retirer dans votre quotidien pour être plus vertueux, etc. Et nous, en fait, on considère que ce qui nous a amené à ça, c'est la mode, c'est le pouvoir émotionnel de la mode, c'est la créativité qui est offerte à chacun au quotidien à travers ses vêtements, et qui n'est pas dissocié, qui peut ne pas être dissocié de la possibilité de bien faire. Et c'est ça qu'on a perdu, en fait, à travers notamment la fast fashion, mais surtout la publicité massive, c'est cette capacité à conscientiser ce rapport aux vêtements et à la consommation, de la même manière qu'on réfléchit aujourd'hui à est-ce qu'on va ou pas acheter bio ou local quelque chose qu'on mange. Et pour un vêtement, c'est beaucoup plus compliqué pour le cerveau humain de réaliser l'impact et ou les dangers écologiques associés à ce type de consommation. Et donc on essaye d'amener les gens par des choses ludiques, positives, etc. Mais voilà, enfin, je sors un peu du champ de la question, mais en tout cas, donc on a vraiment essayé de comprendre quelles étaient les attentes de toutes les parties. Et on s'est dit, en fait, ce qui nous fait vraiment kiffer, c'est de créer du contenu. On est plutôt fort en ça, a priori, puisque voilà, le mouvement prend de l'ampleur. Faisons un média. Et à partir de là, on a réfléchi à toutes les manières de se monétiser tout en gardant notre code éthique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc faire de la publi-rédaction sur maximum 30% de nos contenus. Donc 30% des contenus qui sont sponsorisés par les marques, sachant que il s'agit de toute façon systématiquement d'enquêtes journalistiques et d'investigations. Une marque qui vient chez nous ne nous donne pas son communiqué de presse, elle accepte d'être en fait sujette à une enquête sur ce qu'elle veut relayer, et elle accepte le jeu de la transparence et celui du fait qu'on va donner notre avis, positif ou moins positif avec recommandation sur The Good Goods. Et en fait, ce qu'on vend, c'est une crédibilité auprès d'une audience qui est solide et qui est intéressée. Si demain on greenwash, ce qui est un des risques, en fait on perd notre audience et donc on perd notre modèle économique. Donc ça c'est très important. Ensuite, ce qui est important à souligner aussi, c'est que nos critères de jugement ne sont pas ou sont au minimum subjectifs, c'est-à-dire que contrairement à un média de mode traditionnel qui va te dire cette collab super green et hyper cool pour cet été parce que c'est tendance, ça c'est parfaitement subjectif. Nous, on va te dire, en fait, cette matière, elle est recyclée selon tel processus, elle est labellisée par tel et tel organisme, elle est fabriquée à tel endroit et on connaît, on a reçu les factures, tu vois, prouvant que les fournisseurs sont vraiment ceux avancés par l'entreprise. Enfin, ce sont des éléments tangibles qui sont intermédiaires, en fait, qui dépendent de tiers, et c'est ce qui fait notre valeur ajoutée. En fait, on dit souvent que The Good Goods, c'est la science-based fashion, en comparaison à la science-based medicine, qui est en fait la médecine fondée sur des preuves. Là, c'est la mode fondée sur des preuves, c'est-à-dire que oui, on parle de mode, mais on parle de mode responsable, et on va te montrer pourquoi. Et c'est pas parce que moi, Victoire Sato, j'ai décidé que cette marque, elle était responsable parce que j'ai envie de te le raconter. C'est parce que je peux m'appuyer sur des choses qui sont mesurables.
qu'on est assez tranquille de ce point de vue-là. Ensuite, on a notre annuaire de marque, qui est un annuaire dans lequel les marques s'inscrivent tous les ans. Pareil, elles sont soumises à une forme d'audit. Elles nous envoient les copies de leur certification, de celles de leurs fournisseurs, la liste des partenaires avec lesquels elles travaillent. Et puis, on fait ensemble donc, ce travail de mise en lumière en fait, de ce qu'elles font et sur une fiche qui permet en fait aux utilisateurs et aux utilisatrices de trouver en quelques clics une culotte menstruelle, une paire de collants, un jean, un t-shirt, selon 11 critères qu'on a définis dans une charte. Et donc annuellement, les marques sont révisées, parce que ce qui est important pour nous aussi, c'est qu'elles fassent la démonstration cyclique d'une volonté de s'améliorer en fait dans leur process. Et on fait également on a une partie agence de gestion d'influence engagée. En fait, on bosse avec un pool d'une quinzaine d'influenceurs et d'influenceuses qui sont des personnes qui portent des messages d'engagement sociétaux ou environnementaux, et qui ont à la fois des communautés qui sont fortes et qui croient en eux, et à la fois avec lesquelles on va pouvoir bosser sur... En fait, nous, on va leur apporter des contrats avec des marques qui sont responsables et dont on aura vérifié les engagements, parce qu'eux-mêmes et elles-mêmes sont soumis à des cinquantaines de mails par jour et n'ont pas forcément les moyens et le temps de faire le tri sur ce qui est bien ou ce qui est du greenwashing. Donc on a ce premier rôle de filtre, et ensuite on a un rôle d'accompagnement sémantique. On travaille les éléments de langage avec la marque et avec la personnalité d'influence pour que la campagne ait vraiment une résonance forte et leur apporte non pas le fait d'être sold out sur un produit, mais de la crédibilité sur ce que fait réellement cette marque. D'accord. Franchement, c'est très impressionnant. C'est extrêmement structuré, et je pense que ça va en inspirer plus d'une. Merci beaucoup, Victoire, pour partager toutes ces informations avec nous. Quelles sont les ambitions à venir alors pour The Good Goods ? Écoute, déjà, continuer sur cette lancée, ce sera pas mal. On vient d'emménager à la caserne, qui est... Ah, génial! Ouais, le Bravo! premier accélérateur, merci. Premier accélérateur de mode responsable à l'échelle européenne, qui a un immense lieu magnifique, une ancienne caserne de pompiers à Paris de 4000 m² qui a été... en fait, si je dis pas de bêtises, c'est un appel d'offres de la mairie de Paris qui a été gagné par une structure multi-têtes avec différents capitaux, mais qui donc accueille une trentaine de marques de mode et une quinzaine de marques de maroquinerie, mais également propose des masterclass pour des marques conventionnelles en transition. Il y a une bibliothèque de matières, il y a une salle de conférence, il y a vraiment un bel espace pour faire des événements. Et on avait postulé en août 2019, à l'époque, au tout début d'ouverture des dossiers et des candidatures, et on n'avait pas été retenu en tant que marque de mode puisqu'on n'en est pas une, mais on nous avait fait comprendre que on était parmi les vrais espoirs de médias référents national de la mode responsable, et qu'il y avait une chance qu'on soit entendu. Et on a eu le bonheur d'apprendre qu'on était accepté il y a quelques mois, et on a installé nos bureaux il y a un mois. Donc on est trop contents, on a une équipe qui grandit, une audience aussi qui est en croissance forte sur tous les réseaux. Donc on est en train de développer pas mal de choses encore de ce point de vue-là, parce que c'est vrai que tout l'enjeu, c'est aussi d'arriver à transformer des messages complexes en des choses accessibles à des communautés qui n'ont pas tous le même degré pas toutes le même degré d'éveil. C'est vrai qu'on fait des articles qui sont très fondés et très, très sourcés en fait dans les informations, assez longs, donc il faut être capable de les décliner sous forme de vidéos, sous forme d'infographie, sous forme de newsletter plus snackables pour les gens qui auront que quelques minutes à consacrer par semaine et pas des heures à diguer en ouvrant 40 onglets sur The Good Goods parce qu'il y a plein de sujets qui les intéressent. On en a évidemment, mais on s'adresse à tout type de profil. Donc oui, de continuer à grandir et d'arriver à toucher le plus de personnes possible, ça ce serait vraiment ce qu'on peut nous souhaiter. Pour le futur, on a un podcast aussi qui marche super bien, qui s'appelle Onward Fashion, qui est plus à destiner des professionnels, mais dans lequel on reçoit avec joie de plus en plus de grandes marques qui veulent venir en fait parler de ce qu'elles font. Et ça, c'est aussi une sacrée reward, parce que voilà, ça veut dire que
bon, non seulement on est de plus en plus crédible, mais surtout que le sujet est de plus en plus prégnant et présent. Et ça, c'est vachement chouette parce que depuis 2016, c'est hallucinant la façon dont les choses bougent. On est hyper fiers aussi de faire partie de cet écosystème et de le voir de l'intérieur. Donc, écoute, je crois que oui, vraiment une croissance saine et sereine, ce serait ce qu'on souhaite le plus. Et je vous le souhaite. En tout cas, vous êtes clairement au sein d'un très bel établissement qui vient d'ouvrir, hein, c'est ça, la caserne, Ouais. ça vient d'ouvrir ses portes. Ouais. C'est pas encore ouvert au public. C'est pas ça a encore aux ouvert, marques, d'accord. ce sera ouvert officiellement en septembre. D'accord. Vraiment. Ok. Mais on est dispo, on a une super machine à café. Si vous voulez passer, on fait un petit message et on s'arrange. En tout cas, c'est une très très bonne nouvelle et ça ne peut être qu'un très beau tremplin, c'est certain. Merci Victoire, franchement merci infiniment, c'était hyper enrichissant, hyper intéressant. Merci de nous avoir dévoilé tout ce que tu as dévoilé aujourd'hui. Est-ce que tu aurais pour finir un conseil, une phrase que tu aimerais partager avec nous? Alors oui, comme je te le disais en off, j'ai vraiment eu la maladie des citations. C'est, depuis le lycée, j'ai des carnets en pagaille et des applis de notes, voilà, donc je m'inspire énormément de ça au quotidien. Du coup, c'est compliqué pour moi de choisir, mais si je devais en choisir une, ce serait une récente que j'ai écoutée dans un podcast. Alors attends, je ne me rappelle plus du nom du podcast, mais je pourrais te retrouver ça. Quoi qu'il en soit, c'était Frédéric Lenoir qui parlait de philosophie du bonheur. Et j'avais noté cette phrase qui dit « Nous sommes responsables de notre bonheur et nous ne sommes pas toujours satisfaits de cette réponse. D'accord avec ça, particulièrement en France. » Et j'ai trouvé ça extrêmement juste parce que, bon, d'une part, effectivement, on est actrice et acteur de son propre bonheur et il y a aujourd'hui, je pense, tout un tas de méthodes de positivisme, de visualisation, voilà, une sorte de méthode Coué, mais qui font que clairement, c'est des mantras et c'est une discipline en fait. Hein, le fait d'être l'optimisme est une discipline. Moi, je suis pas quelqu'un d'optimiste au départ. Fondamentalement, je suis plutôt quelqu'un d'assez mélancolique et j'ai appris à cultiver les petites choses qui me rendaient heureuse. Et j'avais écrit il y a quelques années un texte qui s'appelait L'art français de casser des genoux. Et en fait, ça faisait vraiment état de cette culture de l'échec obligatoire et du pire qui n'est jamais décevant. Quand tu lances quelque chose ou que tu veux te lancer dans quelque chose, systématiquement, on va te montrer un peu le dark side, ce que tu ne vas pas être capable de réaliser, les freins et les barrières que tu vas rencontrer, la façon dont tu vas te casser la gueule et le danger que ça pourrait représenter, et l'insécurité, etc. Et en fait, c'est très difficile de se construire avec ça. Et non seulement quand l'entourage te le séride, mais aussi parce que tu finis ton propre cerveau, en fait, finit par te montrer quelles sont les limites avant de te montrer quels sont les possibles. Et du coup, j'ai trouvé cette phrase assez pertinente et j'encourage tout le monde à prendre son contre-pied, quelle que soit la méthode, et notamment en écoutant des podcasts avec Frédéric Lenoir, mais pas que. Celui-ci, je peux te le retrouver, je crois bien que c'était une émission sur le haut potentiel émotionnel et intellectuel, si tu peux le mettre dans les notes de ton épisode. Mais voilà, je sais pas si cette phrase fait sens pour toi, mais en tout cas... Elle fait tout à fait sens, absolument. Et j'ai une dernière question auquel tu ne t'y attends peut-être pas, si tu n'es pas allé au bout d'un épisode des Locomotives. La dernière petite question surprise que je pose, mais tu nous en as quand même un petit peu parlé, donc je comprends bien que tu as eu plusieurs envies quand tu étais petite fille, plusieurs rêves. Mais quel était vraiment ton rêve de petite fille ? Mon rêve de petite fille, c'est assez simple. Je voulais littéralement faire Vogue. C'est très naïf, hein, mais en gros, si tu veux, j'ai baigné dans les magazines de mode depuis
toute petite parce que mon arrière-grand-mère, qui est née en 1898, était abonnée à l'un des tout premiers médias féminins de l'époque qui s'appelait Le Fémina. Et qui n'a rien à voir avec le Fémina d'aujourd'hui. Et donc j'ai des éditions de 1906, 1900 et jusqu'à, je sais plus, 1920 ou 30 de vieux magazines. Et j'ai par moi-même, donc par la suite, très très tôt en fait, à la place de, tu sais, j'avais des copines qui s'achetaient Star avec leur argent de poche, moi j'achetais l'officiel de la mode, et puis à 12 ans j'ai décrété que l'officiel ça m'intéressait plus, donc je suis passée à Vogue, et j'ai tout de suite collectionné ces magazines là, et je trouvais absolument fascinant ces objets qui me semblaient être des fenêtres sur un monde auquel je n'avais pas accès depuis le village où j'ai grandi à côté de Nice, et je voulais faire ça, quoi. Je voulais vraiment faire ça, mais je ne savais absolument pas que c'était un métier. Pour moi, c'était aussi fantasque que si tu m'avais dit que tu voulais être Monica Bellucci, tu vois, c'était cool sur le principe, mais c'était absolument pas concret. Littéralement, oui, c'était vraiment mon rêve de petite fille. Bon, t'es un peu en train de réaliser ton rêve, alors c'est plutôt pas mal. Merci beaucoup, Victoire. Merci infiniment. C'était un super moment, un super échange. Merci à toi, Sandra. Vraiment très cool ce podcast et ce format. J'ai hâte d'en écouter d'autres. J'attends tes recos alors. Avec plaisir. Très belle continuation à toi et à très bientôt, Victoire. À bientôt, salut. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera grandement à augmenter la visibilité du podcast, mais aussi à le faire connaître. Tu peux aussi rejoindre la communauté sur Instagram pour ne manquer aucune actualité, et également rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule Les Locomotives Crew. À bientôt!